Onoka est un lycéen ordinaire qui a déjà accepté qu'il n'aurait jamais de petit ami, car il n'est ni cool, ni riche, ni intelligent. Un jour, cependant, tout change lorsqu'il se retrouve impliqué dans la magie et les monstres. Cela n'arrive pas à cause d'un accident typique d'Izuke, mais à cause de la plus jolie fille de l'école. Onoka découvre que rencontrer le directeur peut mener à bien plus qu'une simple inscription. Il finit par se rapprocher de la fille du réalisateur, Ayaka. Le seul lien entre les deux est qu'ils prennent le même bus et s'assoient l'un à côté de l'autre dans le salon. Pourtant, ils n'ont jamais échangé un mot, vivant dans des mondes complètement différents. Ayaka est entourée de camarades de classe tout le temps, tandis qu'Onoka est presque invisible. Un jour, il laisse tomber la gomme et Ayaka la lui rend. Cela suffit à mettre en colère les membres de son fan club, qui le traînent hors de la pièce, le jettent par terre et le battent, lui disant qu'il ne doit plus jamais faire plier la princesse pour lui. Après cela, Onoka se rend dans la salle des professeurs pour aider avec les devoirs du jour, mais une fille apparaît et lui prend les papiers des mains. Elle ne s'intéresse pas à lui, elle veut juste le repousser parce qu'Ayaka est également de service ce jour-là. La routine d'Onoka se limite à être un figurant dans l'histoire d'Ayaka. Après les cours, il descend pour jeter les poubelles et commence à réfléchir à sa vie. À ce moment-là, il trouve dans la poubelle un étrange lapin en peluche avec un message sur son corps disant que le temps sera clair, mais que certains bâtiments pourraient s'effondrer. Il pense que c'est juste une blague idiote, jusqu'à ce qu'il voit l'ombre d'un bâtiment se former sur le sol. Il lève les yeux et voit la tour de l'horloge lui tomber dessus. Avant d'être écrasé, il pense qu'il finira peut-être dans un autre monde en tant que héros, mais il regrette de n'avoir jamais tenu la main d'une fille. La tour tombe et il croit qu'il est mort. Mais ensuite, il se réveille dans les bras d'Ayaka, qui porte un uniforme de sorcière. Il panique lorsqu'il réalise qu'il flotte dans les airs sur un balai. De loin, une fille aux oreilles de chat observe et invoque 2 soldats de plomb armés en forme de lapin. Ayaka jette Onoka dans les airs, esquive l'attaque, brûle les ennemis avec un sort de feu et le retient dans ses bras comme dans un conte de fées. Les soldats se relèvent et attaquent à nouveau, mais elle les repousse avec des sorts et des coups de balai. Ayaka demande à Onoka de rester près d'elle, mais il fait le contraire et court vers la fille aux oreilles de chat, pensant qu'elle est l'amie d'Ayaka. Il est encerclé par des soldats, arrêté et contraint de s'agenouiller. L'un d'eux s'approche avec une hache. Avant que le coup ne puisse se produire, Ayaka apparaît et les brûle tous, sauvant Onoka. Il croit toujours qu'il rêve et dit qu'elle est trop belle pour se soucier de lui. Ayaka prétend qu'elle ne fait qu'accomplir sa mission et dit qu'elle le protégera. Quand il lui demande pourquoi, elle répond que c'est parce qu'il est sa princesse. Onoka est confuse, se demandant si elle voulait dire qu'il est une fille. Ayaka lui dit de ne pas s'inquiéter et de la laisser prendre soin de lui. Onoka remarque qu'une partie des cheveux d'Ayaka a été brûlée alors qu'elle le protégeait. Il se sent coupable d'avoir été imprudent, mais se rend vite compte qu'il commence à tomber amoureux d'elle. Alors qu'elle réfléchit à cela, elle voit l'un des soldats se lever pour l'attaquer par derrière. Il s'avance et prend le coup, voulant paraître courageux, mais s'évanouit avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Ayaka le tient soigneusement, furieuse de le voir blessé, et utilise un sort appelé Million Clové pour achever tous les ennemis à la fois. Plus tard, Onoka se réveille dans la chambre privée d'Ayaka à l'intérieur de l'école. Elle explique que tout cela était réel et qu'elle racontera les détails plus tard, mais pour l'instant, ils devraient rentrer chez eux. En marchant ensemble, elle dit qu'il est de son devoir de le protéger, car il est son maître. Onoka ne comprend pas ce que cela signifie, mais marche simplement à côté d'elle en silence. Quelques jours plus tard, tout semble être revenu à la normale, mais maintenant Onoka commence à attirer l'attention lorsqu'Ayaka s'assoit avec lui dans le bus du matin. Lorsqu'ils arrivent à l'école, ils marchent ensemble jusqu'à la salle de classe, et il a l'impression qu'il sera à nouveau attaqué s'il continue à être à ses côtés. Prétextant avoir mal au ventre, il s'enfuit, mais est rattrapé par le groupe de brutes. Il menace de l'attaquer à nouveau, mais Ayaka apparaît, ordonne la libération d'Onoka, arrange sa cravate en nœud et prévient qu'elle brûlera quiconque tentera de lui faire du mal à nouveau. À l'heure du déjeuner, elle s'assoit avec Onoka et d'autres filles du fan club, le nourrissant de ses propres mains et disant que c'est elle qui a préparé la nourriture. Bien qu'elle se sente bien à propos du geste, Onoka se rend compte qu'elle dérange les autres filles. Il se lève et dit qu'il va manger seul, en s'enfuyant. Ayaka se met en colère à ce sujet et met le feu au déjeuner de tout le monde. Alors qu'elle se promène dans la cour, Onoka remarque que tout est revenu à la normale et que rien ne semble détruit. À ce moment-là, il tombe sur la fille aux oreilles de chat. Elle révèle que la chute du bâtiment était une illusion et confirme qu'il est un idiot d'être venu vers elle sans rien réaliser. Alors qu'elle se transforme en sorcière, elle se présente comme Tampapo, l'une des sorcières de la tour. Tampapo dit qu'il est là pour kidnapper Onoka et convoque ensuite ses soldats, mais Ayaka arrive au milieu du chemin et emmène Onoka avec elle. Tampapo déclare qu'il attendait ce moment et ordonne à son armée de soldats de plomb de les attaquer. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de jouets ordinaires, et tout le monde avance avec des lances et des épées de tous les côtés. Après la confrontation, Onoka se réveille au sol et se rend compte qu'Ayaka couvre son corps,
avec plus de blessures qu'il ne peut en compter. Ayaka lui demande s'il va bien et il est surpris de la voir encore en vie. Il se sent triste d'être si faible et dit qu'il la croit, mais qu'il doit appeler une ambulance. Ayaka répond que s'il veut se rattraper, il doit promettre de ne pas s'enfuir pendant le déjeuner le lendemain. Honoka est d'accord et mentionne qu'elle saigne beaucoup, mais elle explique qu'elle est faite de feu et que ce n'est pas grave. Ayaka lui demande de fermer les yeux et de rester immobile. Elle utilise sa magie pour jeter tous les soldats dans les airs et les brûler jusqu'à ce qu'ils se transforment en cendres. Puis elle marche vers Tampopo en portant Honoka dans ses bras. Elle lance un puissant sort de feu, mais Tampopo invoque ses soldats et s'échappe de justesse, son corps partiellement en feu. Après cela, Ayaka demande à Honoka d'ouvrir les yeux, et il est surpris de voir que tout est revenu à la normale, comme si de rien n'était. Ensuite, ils rentrent chez eux et terminent leur journée. Le lendemain matin, 5 nouveaux élèves sont transférés à l'école. Saint Tampopo et autres sorcières de la tour. Quelques jours passent et Honoka continue de demander à Ayaka tout cela, voulant comprendre pourquoi il est persécuté. Un matin, il décide d'insister jusqu'à obtenir des réponses, mais remarque qu'Ayaka n'a pas pris le même bus que lui. En arrivant à l'école, il change de chaussures et se dirige vers sa salle de classe, mais tombe sur Ayaka dans une pièce étrange, interagissant intensément avec les nouveaux élèves. Il regarde le cadre de la porte et se rend compte qu'il est dans le club de la société de torture. Au lieu de se demander pourquoi un club comme celui-ci existe, il essaie de comprendre comment il en est arrivé là. Ayaka explique qu'elle a lancé un sort pour qu'ils viennent inconsciemment dans cette pièce au lieu de la salle de classe, afin qu'ils puissent se rencontrer. Elle se tourne vers les filles du club, disant qu'elle chasse les sorcières et qu'elle a décidé de s'en débarrasser car elles représentent une menace pour Honoka. Honoka regarde les filles lutter pour se libérer et demande à Ayaka de retirer au moins les bâillons pour qu'elle puisse parler. Ayaka le fait et dit qu'elle avait prévu de les achever tôt, mais comme l'un d'eux s'est échappé, elle a décidé d'utiliser les autres comme appât. Honoka s'approche de Tampopo et lui demande pourquoi il le recherche. Tampopo répond qu'il n'est pas surprenant qu'Ayaka ne lui ait rien dit et que, en bref, ils veulent son corps et quelque chose qui existe à l'intérieur. Honoka rougit, incertain d'avoir bien compris, mais Ayaka l'avertit de ne pas prendre au pied de la lettre ce que disent ses ennemis. Tampopo se souvient qu'il doit encore capturer le dernier membre du groupe, et à ce moment-là, un liquide sombre et visqueux commence à couler du plafond, enveloppant les deux. De l'intérieur du liquide, Mei apparaît et libère ses amis. Elle kidnappe ensuite Honoka et traverse l'étage jusqu'à une pièce en dessous, laissant les autres affronter Ayaka. Mei célèbre son évasion avec sa cible, oubliant qu'elle n'est pas le méchant principal mais plutôt un élément comique de l'intrigue. Ayaka détruit le sol, apparaît avec les autres sorcières déjà vaincues et descend vers Mei. La voyant s'approcher, Mei menace de libérer son loup de compagnie pour mordre le cou d'Honoka. Ayaka lui dit de ne pas s'inquiéter, promet de tout arrêter en quelques secondes et continue de marcher. Mei fait mordre le cou d'Honoka par le loup, mais Ayaka lui met le feu et la repousse d'un coup de pied, libérant Honoka. À la surprise générale, c'est Ayaka qui est blessée, avec une morsure au cou. Mei s'enfuit et emmène les autres avec elle. Plus tard, Honoka se réveille dans la chambre d'Ayaka et remarque qu'elle porte une écharpe autour du cou, même si c'est l'été. Elle s'excuse et dit qu'elle voulait qu'il mène une vie paisible, mais tant que les sorcières de la tour continueront à le poursuivre, cela ne sera pas possible. Elle déclare que pour qu'il revienne à une vie normale, ils doivent agir et vaincre celui qui est derrière tout cela, même si elle ne sait toujours pas qui c'est. Honoka réfléchit à tout, se sent coupable d'avoir été blessé à cause de lui et lui demande de faire de lui un apprenti. Il dit qu'il ne veut plus qu'elle affronte tout seul. Pendant ce temps, dans un café, la directrice de l'école et mère d'Ayaka, Kazane, rencontre son ancien rival Kronwir après plus de 130 ans. Kronwir commente qu'elle a découvert que les étudiants de Méduse se sont affrontés avec les siens, et suggère qu'il est peut-être temps pour elle de se joindre à eux également. Au cours du week-end, Ayaka appelle Honoka pour lui demander de la rencontrer. Il pense que c'est un rendez-vous, mais en réalité, elle veut lui dire la vérité sur les sorcières. Ils marchent ensemble jusqu'à l'école, mais ils s'arrêtent d'abord dans un restaurant. En chemin, Ayaka explique qu'il existe 2 types de sorcières, les sorcières d'atelier et les sorcières de tour. Les sorcières de l'atelier sont chargées de protéger le monde en créant des lieux où les gens peuvent vivre et se rassembler. Ils veillent à ce que la magie soit utilisée pour le bien et maintiennent leurs ateliers en activité dans divers secteurs. D'un autre côté, les sorcières de la tour ignorent les règles et utilisent la magie de manière égoïste, nuisant souvent aux autres. Ayaka dit que si quelqu'un tombe entre leurs mains, le monde pourrait s'effondrer. Après l'explication, ils entrent dans la cafétéria et font une pause. Une serveuse s'approche et parle à Ayaka d'une voix aiguë. Ayaka écoute attentivement, malgré son apparence irritée, et la fille l'informe que Kronri est en ville et que d'autres sorcières de la tour apparaissent. Honoka se rend compte que cette serveuse est la vice-présidente du conseil étudiant de l'école et également une sorcière d'atelier. Lorsqu'ils ont terminé leur repas, ils se dirigent vers un centre commercial et Ayaka achète des vêtements. En attendant, Honoka voit une fille aider un enfant perdu et s'approche. La fille le reconnaît grâce aux notes qu'il porte, repousse l'enfant d'un coup de pied et saute sur Honoka avec une épée, se révélant être une sorcière de la tour. Ses amis apparaissent et attaquent Ayaka. Ayaka réagit avec un sort de feu et protège Honoka. L'une des sorcières ennemies sort une arme et commence à tirer,
mais Ayaka utilise une cape magique pour se protéger et riposte avec une attaque de feu encore plus puissante, les vainquant toutes. Elle prend Honoka dans ses bras et les deux s'échappent de l'endroit. Après cela, ils vont à l'école. Honoka s'excuse de lui avoir causé tant d'ennuis et demande s'il ne serait pas préférable de le sceller ou de l'emprisonner. Ayaka répond qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter et promet de le protéger pour toujours. Après cela, Ayaka dit à Honoka de faire de son mieux dans son entraînement, car être son apprenti ne sera pas facile. En entendant cela, Honoka se sent heureuse et décide de devenir plus forte. Bientôt, ils arrivent à l'école, où Ayaka révèle que l'école est en fait l'un des ateliers. Elle l'emmène ensuite au bureau du directeur et le présente à sa mère, Kazane. Kazane réprimande Ayaka pour avoir causé des destructions dans le centre commercial et se demande comment une sorcière d'atelier peut agir de manière aussi irresponsable. Elle explique ensuite qu'il est de coutume dans les ateliers que les sorcières présentent leurs apprentis au maître le premier jour, et elle a donc demandé à Ayaka de la mener. Le lendemain, Ayaka emmène Honoka à l'entraînement. En chemin, ils sont pris en embuscade par Tampopo et ses compagnons. Kana demande si c'est une bonne idée d'attaquer Ayaka puisqu'elle est pratiquement invincible. Mais Tampopo décide d'opter pour la tactique de charge directe sans réfléchir à deux fois. Ayaka demande à Honoka de bien regarder puis les jette tous en l'air comme des poupées. Honoka, cependant, n'en tire aucune leçon. Plus tard, de retour à l'école, Honoka ouvre son casier et est frappé par une avalanche de courriers haineux et de menaces. Parmi les objets, on trouve même une poupée vaudou le représentant. Ayaka commente que cela doit être l'œuvre de ses admirateurs, mais lui assure qu'ils ne lui feront plus de mal. Malgré cela, Honoka ressent les regards méprisants de tout le monde autour d'elle, alors qu'il s'assoit à côté d'elle, reçoit de l'aide pour ses études, participe en binôme avec elle à des activités physiques et marche même avec elle pour aller et revenir de l'école. À la fin des cours, Honoka se prépare à pratiquer la magie, mais Ayaka l'accompagne à l'arrêt de bus et dit qu'elle sait qu'il est fatigué, alors ils se reposeront ce jour-là. Ils montent dans le bus, mais pendant le voyage, Ayaka remarque un poisson magique volant à travers la fenêtre et voit que la destination du bus change pour « fin de ligne ». Elle se lève et se retourne, remarquant que Cronoir est assis à l'arrière. Le bus est vide, le chauffeur a disparu et le véhicule se déplace grâce à sa magie. Ayaka demande à Honoka de ne pas bouger et fait face à Cronoir, qui s'approche et se présente. Ayaka se prépare à lancer un sort de feu, mais Cronoir l'empêche d'utiliser sa magie. Elle lance ensuite un puissant sort contre Ayaka, mais comme prévu, il n'y a même pas une égratignure. Honoka, ne comprenant pas à quel point Ayaka est puissante, essaie de la défendre en se tenant devant. Cronoir observe son attitude et commande sa bêtise, expliquant que personne ne pourra blesser Ayaka. Peu de temps après, elle s'avance et perce l'estomac d'Honoka avec une lame. Honoka tombe à genoux et commence à pleurer, mais Cronoir lui dit d'arrêter de jouer, en disant que ça ne lui fait pas mal et qu'il devrait se lever. Honoka se rend compte qu'elle ne ressent vraiment aucune douleur et que son corps est intact. Puis, il voit Ayaka tomber au sol, saignant au même endroit où il a été frappé. Cronoir explique qu'il existe une capacité appelée transfert de dégâts, où toute blessure qui lui est causée sera transférée à Ayaka tant qu'ils sont proches. Elle continue en expliquant que cela est possible parce qu'Ayaka a conclu un contrat avec lui permettant d'utiliser le pouvoir en lui pour devenir une sorcière invincible, en échange de la responsabilité de le protéger. Cronoir dit que s'il veut la sauver, il doit libérer plus de puissance en abandonnant l'énergie qui existe en lui. Il s'agit d'un esprit semblable à celui d'une bête scellée, comme celui qui existe chez certains héros légendaires. Cronoir lui offre une balle magique et lui dit que s'il veut réveiller son véritable pouvoir, il doit l'avaler. Elle essaie de lui lancer la balle magique, mais Ayaka réagit en libérant des flammes vertes et en la repoussant. Ayaka explique que pendant un certain temps, elle devra se transformer en quelque chose de différent. Elle canalise l'énergie magique d'Honoka et prend une forme encore plus puissante, avec une apparence imposante et des pouvoirs enflammés similaires à ceux d'un dragon. Avec ce pouvoir, elle bat facilement Cronoir, brisant les barrières et atteignant son cou. Malgré cela, Cronoir recule et s'enfuit, laissant les deux à l'arrêt de bus. Honoka se réveille en premier et remarque que la blessure d'Ayaka a disparu, mais elle ne s'est toujours pas réveillée. Il l'emmène à l'hôpital, où l'infirmière dit qu'elle est simplement épuisée et qu'elle se réveillera bientôt. Après cela, Honoka rentre chez elle et trouve la balle magique rangée dans sa poche. Il décide de le cacher dans le tiroir, le gardant pour une urgence. Il pense également au contrat entre Ayaka et lui et se demande si, d'une manière ou d'une autre, ils se connaissaient déjà avant de se rencontrer à l'école. Le lendemain, Ayaka réserve toute la salle de sport pour l'entraîner. Elle lui tend un uniforme de sorcier et commence à lui expliquer ses fonctions. Ayaka lui demande d'essayer de sauter haut. Honoka obéit et est surprise de sentir son corps plus léger, réussissant à sauter presque jusqu'au plafond de la salle de sport. Ayaka l'attrape dans ses bras alors qu'il tombe et le met au défi de faire de même. Honoka parvient à la soulever dans ses bras et se rend compte qu'elle est également très légère. Ayaka explique que c'est l'effet du manteau magique. Peu de temps après, elle tend la main et fait un geste avec son poignet, faisant apparaître un balai magique. Elle explique que ces balais sont rangés dans les capes et peuvent être invoqués avec ce geste. Honoka essaie de répéter, mais échoue, devenant frustrée. À ce moment-là,
l'alarme d'Ayaka sonne et elle les avertit que leur temps est écoulé. De nombreux étudiants entrent dans la salle de sport pour s'entraîner à l'école. Honoka panique, craignant d'être vu portant cette étrange tenue, mais personne ne semble remarquer sa présence. Il se demande s'il est devenu invisible, mais Ayaka explique que les capes ont un enchantement qui empêche les gens ordinaires de les voir et les fait instinctivement les éviter. Après cela, ils partent et Ayaka demande si Honoka a peur des hauteurs. Sans attendre de réponse, elle l'attrape et s'envole dans le ciel avec son balai. Elle dit qu'ils s'entraîneront à voler jusqu'à ce qu'il puisse invoquer son propre balai et explique que les sorcières de l'atelier patrouillent dans les zones comme celle-ci, pour assurer la sécurité du secteur. Elle mentionne également qu'il y a 5 puissantes sorcières à l'école qui patrouillent régulièrement. Après un long vol, durant lequel Honoka fait même une sieste, il retourne à l'école. En chemin, Honoka voit un enfant se faire agresser par d'autres étudiants et demande à Ayaka d'arrêter. Ayaka répond que ce type de situation devrait être résolu par la police et que les sorcières ne devraient pas interférer dans les affaires des humains ordinaires, car elles doivent garder leur existence secrète. Honoka n'accepte pas cette justification. Il invoque son balai et saute du ciel, se tuant presque en descendant, mais parvient à toucher les attaquants, qui tombent au sol. Les brutes se rassemblent et commencent à le battre, mais Ayaka arrive à temps et les incinère avec sa magie. Honoka se souvient de la règle selon laquelle il ne faut pas attaquer les civils, mais Ayaka révèle qu'elles étaient des sorcières, c'est pourquoi elles ont pu le voir même en portant la cape. La fille qui se faisait voler était une camarade de classe de Kazui, la sœur cadette d'Honoka, et comme elle n'est pas une sorcière, elle n'a rien vu de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, dans la ville de Rothenburg, Méduse est emprisonnée sous la sécurité la plus stricte possible. D'une manière ou d'une autre, Méduse parvient à briser le sceau et à s'échapper de la prison. Les premières personnes qu'elle décide de visiter sont ses étudiants les plus fidèles, le groupe Tampopo. Avant que cette rencontre n'ait lieu, Tampopo et ses compagnons sont assis dans un restaurant, essayant d'élaborer un plan pour capturer Honoka et vaincre Ayaka. La tâche semble difficile, car l'un d'eux est pratiquement invincible et l'autre émet une sorte d'énergie qui maintient Ayaka toujours à ses côtés comme si elle était un gardien instinctif. Au cours de la conversation, Rin suggère qu'ils arrêtent d'attaquer Ayaka directement et attendent plutôt le bon moment pour capturer Honoka seul. Ils sont d'accord avec cette stratégie, mais avant de quitter le restaurant, Crémora s'approche et dit qu'il aimerait participer au plan. Le lendemain matin, Honoka se réveille, descend pour se préparer pour l'école. Sa sœur, Kazumi, le salue et l'aide à se coiffer avec un peigne et un sèche-cheveux. Ce faisant, elle lui pose des questions sur l'appel qu'il a reçu d'une fille le week-end précédent. Honoka ne veut pas admettre que la plus jolie fille de l'école l'appelle maître, alors il invente une excuse et dit que c'était juste un appel d'avertissement de la classe, parce que son numéro est venu avant le sien. Kazumi est méfiante et demande pourquoi il s'est enfui juste après l'appel. Il essaie de trouver une autre excuse, mais il commence à transpirer. Elle menace d'utiliser le sèche-cheveux à pleine puissance pour lui brûler les cheveux s'il ne dit pas la vérité. Elle dit ensuite qu'elle sait qu'il est sorti avec Ayaka et qu'elle a entendu des rumeurs puisqu'ils fréquentent la même école. Kazumi commente qu'elle est constamment taquinée parce que son frère monopolise la princesse de l'école. Elle demande quelle est exactement la relation entre eux. Honoka ne sait pas quoi dire, mais à ce moment-là, leur mère, Komachi, appelle pour le petit déjeuner et Kazumi l'épargne, disant qu'elle lui parlera dans la chambre le soir. Pendant ce temps, Ayaka attend Honoka à l'arrêt de bus et est prise en embuscade par 3 sorcières du groupe de Tampopo. Honoka, après avoir fini son café, se souvient qu'elle avait prévu de rencontrer Ayaka tôt et court vers l'endroit. En chemin, il tombe dans un piège tendu par Tampopo et ses soldats de plomb. Il l'arrête et le place au sol. Tampopo explique qu'à ce moment-là, ses compagnons attaquent Ayaka parce qu'ils ont découvert sa faiblesse. Crémora avait révélé que l'invincibilité d'Ayaka dépendait de sa proximité avec Honoka. En séparant les deux, Ayaka deviendrait vulnérable. 2 soldats de plomb sont projetés au loin par un coup d'une grande force. Tampopo se demande ce qui s'est passé, mais lève les yeux et voit un gros ours en peluche tenant ses soldats. La personne responsable de cela est Kazumi, qui est également une sorcière d'atelier. En colère de voir son plan ruiné, Tampopo invoque un soldat géant, et les 2 titans, le lapin et l'ours, commencent à se battre. La bataille continue avec des coups intenses, jusqu'à ce que le lapin attaque les yeux de l'ours et change le cours du combat. Ils échangent des attaques comme s'ils étaient dans un match de catch. L'ours essaie de jeter le lapin au sol, tourne autour et le lance comme s'il s'agissait d'une attaque spéciale. Le lapin riposte avec des gants à pointe et du gaz toxique. À la fin, les deux s'attaquent en même temps, mais l'ours parvient à frapper en premier et fait tomber le lapin au sol. Peu de temps après, un squelette de tyrannosaure apparaît et charge. Kazumi se retourne pour voir ce que c'est et se rend compte que c'est Rin avec son animal de compagnie mort. Tampopo et Rin entourent Kazumi, commençant un combat à 2 contre 1. Kazumi active alors sa technique secrète et transforme l'ours en un titan colossal. Il écrase les ennemis sous ses pieds et provoque plus de destruction que bien des guerres. Après le combat, elle descend de l'ours et s'approche d'Honoka, qui regardait tout assis, souhaitant avoir du popcorn dans ses mains. Honoka demande de quoi il s'agissait et Kazumi répond en demandant qui, selon lui,
l'a protégé toutes ces années où Ayaka n'était pas là. En entendant le nom d'Ayaka, Honoka prend la main de Kazumi et dit qu'ils doivent la sauver. Kazumi désigne Ayaka, qui est assise sur la patte de l'ours en train de lire un livre, et dit qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, juste admirée. Honoka court vers Ayaka et la remercie d'aller bien et de se battre pour lui. Voyant cela, Kazumi se met en colère et demande pourquoi il ne la remercie pas. Par la suite, Kazumi se dispute avec Ayaka, se rappelant qu'ils avaient convenu que Kazumi protégerait Honoka les week-ends et les jours fériés, tandis qu'Ayaka prendrait soin de lui à l'école et sur le chemin. Mais Ayaka l'a éliminé le week-end précédent, rompant ainsi l'accord. Alors que les deux se disputent pour la garde d'Honoka, il se rend compte que Kazumi a menti ce matin-là lorsqu'elle a dit qu'elle ne savait rien et qu'elle était taquinée. Kazumi admet qu'elle ne faisait que taquiner, comme le ferait n'importe quelle jeune sœur. Elle dit ensuite que le directeur l'a informé qu'il y a plus de 30 sorcières de la tour dans la ville, ce qui indique que quelque chose de très gros est sur le point de se produire. Ailleurs, Kazan allume la télévision et voit la moitié de la ville détruite par la confrontation entre Kazumi et Tampopo, et se demande combien elle devra encore dépenser pour réparer les dégâts. De retour en ville, Ayaka commente qu'elle a peut-être voulu protéger Honoka depuis le début et suggère qu'ils vivent ensemble. Au même moment, Cronoir prépare un plan et ordonne à son subordonné de capturer toutes les sorcières de la tour de la ville et de les emmener à sa base. Au même moment, Kazan reçoit un appel de Rothenbourg l'informant que Méduse s'est échappée. Le lendemain, Ayaka rend visite à la mère de Honoka et Kazumi pour demander la permission de vivre avec Honoka à plein temps. À la surprise générale, Komachi accepte immédiatement et commence à raconter une histoire de sa jeunesse. Elle dit que lorsqu'elle était au lycée, elle s'est liée d'amitié avec une fille forte connue sous le nom de Dragontooth. Cette fille était Kazan, la mère d'Ayaka. Les deux hommes sont devenus si proches qu'ils ont promis de se marier, mais comme ce n'était pas possible à l'époque, ils ont décidé d'épouser des hommes et de marier leurs enfants à l'avenir. Cela signifie qu'Ayaka et Honoka ont été promises avant même leur naissance. En entendant cela, Kazumi refuse de l'accepter et dit qu'elle ne laissera pas son frère partir. Komachi la gronde, disant qu'elle doit grandir, car elle continue à demander de l'aide à son frère pour tout. Kazumi insiste sur le fait que c'est le droit d'une sœur cadette. Lorsque les arguments ne fonctionnent pas, Komachi la retient et dit à Honoka de faire ses valises et de partir. Après cela, Ayaka et Honoka partent ensemble, et elle lui demande s'il est d'accord pour vivre avec elle. Honoka répond qu'il n'y a aucun homme au monde qui n'accepterait pas cela. Il commente que tout cela lui semble familier, comme s'ils avaient déjà vécu quelque chose de similaire. Ayaka complète sa pensée en disant qu'ils ont l'impression de s'être rencontrés il y a longtemps, mais ils ne se souviennent pas quand. Elle dit que ses souvenirs sont également confus, mais la différence est qu'elle se souvient toujours de la mission, le protéger au péril de sa propre vie. Elle croit que quelqu'un avec des pouvoirs similaires leur a fait cela exprès. Bientôt la voiture arrive, le chauffeur ouvre la porte et Honoka se rend compte qu'être la fille du réalisateur signifie également qu'Ayaka est extrêmement riche. Ils arrivent chez elle, ou plutôt, dans un véritable empire. Ils entrent et sont accueillis par des dizaines de servantes. Ayaka dit que sa chambre est à l'un des étages supérieurs, alors ils prendront l'ascenseur. Pendant l'ascension, Honoka se demande qui vit dans une maison de plus de 40 étages. À leur arrivée, ils ouvrent la porte et découvrent 3 servantes transformées en pierre, avec Méduse qui les attend derrière elle. Ayaka pousse Honoka dans l'ascenseur et lui dit de rester au 12e étage. Fermez ensuite la porte. Ayaka se transforme en sa forme de combat et commence à combattre Méduse de toutes ses forces. Dehors, Honoka se demande pourquoi Ayaka lui a dit de partir, puisqu'elle insiste toujours pour qu'il reste dans les parages. Il conclut que l'ennemi doit être très fort et que s'il s'éloigne, Ayaka perdra son invulnérabilité. Alors, au lieu d'obéir, il décide de faire ce qu'il fait toujours, le contraire. À ce moment-là, la porte de l'ascenseur fond et Ayaka tombe au sol. Elle demande à Honoka de s'échapper en utilisant le balai, car, dans les batailles, il ne sert que de cible. Mais Méduse n'a pas l'intention de les laisser partir et utilise sa malédiction pour transformer Ayaka en pierre. Honoka la supplie de la libérer, disant qu'elle obéira, mais Médusa refuse, déclarant qu'elle n'est pas une idiote comme lui. Honoka se souvient qu'elle a toujours la balle magique dans sa poche, qu'elle a apportée lorsqu'elle a décidé de vivre avec Ayaka. Il le sort, défait le sceau et libère le pouvoir qui est en lui. Soudain, une silhouette apparaît dans la pièce, une femme aux cheveux blancs, à l'apparence vampirique. Elle se présente comme la princesse Blanche Évermillon. Médusa avance directement vers Évermillon, mais est touchée par une attaque qui la jette hors du bâtiment avec toute la structure, révélant seulement une fraction de la force de cette entité. Au même moment, Kazane regarde par la fenêtre, essayant de se détendre après une dure journée de travail, et assiste à la destruction complète de son manoir de millionnaire. Elle conclut que cela ne peut être que l'œuvre de Méduse et ordonne immédiatement à son assistante de rassembler toutes les sorcières de la ville pour traquer la personne responsable. Pendant ce temps, Évermillon explique à Honoka qu'Ayaka a été transformé en pierre parce qu'il ne croyait pas vraiment en sa force. Pour briser cette malédiction, il doit raviver la confiance et les sentiments qu'il éprouve pour elle. En d'autres termes, vous devez l'embrasser, comme dans un conte de fées classique. Après avoir dit cela,
et Vermillon disparaît, lui demandant seulement de s'abstenir de l'appeler à nouveau fréquemment. Peu de temps après, Méduse revient au combat et amène avec elle ses élèves du groupe de Tampopo. Honoka embrasse Ayaka et annule le sort de pétrification. Dès lors, il ne la quitte plus pendant la bataille. Ayaka bat le groupe de Tampopo avec une seule attaque puis affronte Médusa en combat direct. Les deux se battent à armes égales, et lorsque Méduse tente de la transformer à nouveau en pierre, Ayaka brise le sort avec sa magie du feu et sa volonté. Pendant le combat, Honoka commence à se sentir très fatigué et s'endort tout en serrant Ayaka dans ses bras au milieu du ciel. Plus tard, il se réveille à l'infirmerie de l'école et voit Ayaka assise à côté de lui. Il lui demande si tout cela n'était qu'un cauchemar, mais elle confirme que c'était réel. Elle tire ensuite le rideau et révèle que Méduse et ses élèves se reposent dans les lits à accent grave côté. Honoka panique, mais Ayaka dit qu'ils ne les attaqueront plus. Après cela, elle ferme le rideau et embrasse Honoka en guise de remerciement. La maison d'Ayaka étant détruite, il décide de retourner chez Honoka. Kazumi part cette nuit-là pour répondre à un appel de Kazane, tandis qu'Ayaka et Honoka rencontrent Komachi, sa mère. Le lendemain matin, Kazumi revient après avoir passé la nuit à essayer de retrouver Méduse, mais sans succès. Elle décide de rendre visite à Honoka dans sa chambre et le surprend avec Ayaka assise sur lui, examinant son seau. Kazumi est furieuse lorsqu'elle découvre que sa mère a permis à Ayaka de rester chez eux. À la table du petit déjeuner, Kazumi traite Ayaka grossièrement. Komachi se sent découragé par la situation. Honoka réprimande Kazumi pour être une fille ingrate et exige qu'elle s'excuse, mais Komachi est déjà trop secouée. Elle se retire au lit et arrête de parler à tout le monde. Honoka se déclare malade au travail et part à l'école avant tout le monde. À l'école, le conseil des élèves et le club des admirateurs d'Ayaka se réunissent. Le président est furieux que cela fasse 2 semaines qu'Honoka s'est trop rapproché de la princesse et que personne n'ait pris de mesures. Elle fait pression sur le vice-président, mais celle-ci refuse d'agir, lui rappelant qu'Ayaka a interdit à quiconque de blesser Honoka. Irrité, le président se tourne vers le conseiller pédagogique, Kyoshiro, en disant qu'il n'occupe ce poste que parce qu'il n'a pas eu le courage de refuser et menace de le renvoyer de là s'il ne fait rien à ce sujet. Plus tard, Kyoshiro appelle Ayaka et Honoka dans la salle de classe des sciences. Il révèle qu'il est le conseiller du conseil étudiant et qu'il subit des pressions parce qu'Honoka cause des problèmes. Il explique que, depuis sa première année, Ayaka était une personnalité publique à l'école, choisie chaque année comme l'élève modèle du festival culturel. L'école choisit un étudiant exceptionnel en fonction de son apparence, de ses performances académiques, de ses capacités sportives, de son charisme et d'autres critères. Cet étudiant est appelé le prince ou la princesse de l'école. Kyoshiro dit que le problème survient lorsque des rumeurs impliquant ce personnage surgissent, surtout si un garçon est impliqué. Honoka essaie d'expliquer que les rumeurs ne reflètent pas la vérité, mais Kyoshiro dit que cela n'a pas d'importance, car Ayaka ne lui appartient pas, elle appartient à l'école. Il demande ensuite à Honoka de s'éloigner. Honoka est attristée, mais Ayaka lui demande d'arrêter avec ce regard. Elle explique que la tradition de l'école est née d'une ancienne légende à propos d'un ange qui serait descendu du ciel et aurait assisté à des cours parmi les humains. Le titre de princesse est donc porteur d'un grand prestige. Kyoshiro confirme et explique la hiérarchie de l'école, la directrice est au sommet, suivie de la princesse, puis du conseil des élèves, des professeurs et des élèves ordinaires. En tant que fille du réalisateur, Ayaka occupe déjà les 2 premières positions, et personne ne peut lui dire ce qu'elle doit ou ne doit pas faire. Il ajoute toutefois que cela pourrait conduire à son expulsion. Ayaka dit qu'elle a un plan et qu'elle doit juste l'accélérer. Kyoshiro se sent soulagé de savoir cela et dit que maintenant ils vont aller à la vraie raison pour laquelle il les a appelés. Il utilise un outil magique et téléporte Honoka avec lui dans une autre dimension. Là, il sort une sphère semblable à la balle magique que Cronoir lui avait donnée plus tôt. Il dit qu'il s'agit d'une copie inférieure et que l'original a dû causer de l'inconfort lorsqu'Honoka l'a ingérée. Honoka est surprise d'avoir été au courant de l'existence de la balle, puisque seule Ayaka la connaissait. Kyoshiro explique qu'ils sont là parce que Honoka a utilisé l'une de ses balles pour invoquer la princesse blanche qui vit en lui. Il révèle qu'il y a 5 sauts au total, et l'un d'entre eux a déjà été brisé à cause de cela. Il craint que le directeur ne devienne bientôt l'ennemi d'Honoka. Le conseil des sorcières a confié à Kazane ses soins précisément en raison de sa force exceptionnelle, mais cela dépendait du maintien des sauts intacts. Maintenant que l'un d'entre eux est brisé, les autres tomberont inévitablement aussi, et rien ne pourra l'arrêter. La seule solution serait de sceller Honoka avec la magie de la directrice, mais heureusement, elle est toujours occupée à s'occuper de Médusa et n'est pas au courant de la situation. Cependant, vous découvrirez bientôt les sauts et le fait que Méduse se cache. Kyoshiro prétend qu'il veut seulement l'aider et dit que si ce n'était pas pour Ayaka, il serait le tuteur d'Honoka. Il propose à Honoka de l'accompagner et d'abandonner Ayaka. Avant qu'Honoka ne puisse répondre, Ayaka brise la barrière dimensionnelle, attaque Kyoshiro et le plaque au sol. Elle sauve Honoka et l'emmène. Kyoshiro, cependant, survit en utilisant un sort de substitution et s'échappe. Ensuite, Ayaka emmène Honoka dans la salle de son de l'école et lui demande d'annoncer un appel à tous les élèves pour qu'ils se rassemblent dans le gymnase. Là, elle monte sur scène et, pour la première fois,
s'intéresse aux affaires politiques de l'école. Elle prononce un discours vibrant sur l'avenir de l'institution et déclare qu'elle révoque l'actuel président du conseil étudiant, nommant Honoka comme nouveau président. Elle assume elle-même le poste de vice-présidente et promeut l'ancien vice-président au poste de deuxième vice-président. Plus tard, Honoka prononce son discours de présentation et admet que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais promet de gagner le respect de tous au fil du temps. Pendant ce temps, Kazumi n'accepte pas qu'Ayaka domine son frère et décide d'agir. Elle tend un piège, suit les deux après l'école et les surprend lorsqu'ils entrent dans un magasin de jouets. Honoka sort seule pour prendre l'air et le kidnappe à l'aide de son ours. Elle lance une voiture sur Ayaka, l'assomme avec des injections et équipe l'ours d'un module d'avion fabriqué en démantelant la moitié de la maison. Elle déclare qu'elle va s'enfuir avec Honoka pour vivre ensemble dans la forêt. Kazumi dit qu'elle a entendu tout ce que le professeur a dit et que bientôt le directeur et sa fille seront ses ennemis. À ce moment-là, une immense ombre apparaît au-dessus d'eux. En levant les yeux vers le ciel, ils voient tous deux un dragon voler au-dessus d'eux, monté par nul autre que la princesse des flammes. Ayaka décide de montrer qui est le véritable protagoniste de l'histoire et commence à lancer des sorts de feu d'en haut. Kazumi tente d'esquiver les attaques, ce qui entraîne la destruction de la moitié de la ville. À la fin, l'ours s'écrase contre un bâtiment et tout le monde tombe. Ayaka saute et sauve tout le monde en amortissant leur chute. Après cela, elle les ramène chez elle et les laisse se reposer. Plus tard dans la nuit, Honoka se réveille et s'excuse auprès d'Ayaka pour les actions de sa sœur. Ayaka répond qu'elle s'en fiche, puisque tout ce que Kazumi a fait a été de lui lancer une voiture et de lui faire des injections pour la faire dormir. En fait, Ayaka dit qu'elle admire Kazumi pour être une sœur si protectrice et lui demande si elle devrait aussi essayer d'agir comme une petite sœur. Honoka répond que si c'était le cas, elle serait la sœur aînée. Les deux jouent avec cette idée toute la nuit jusqu'à ce qu'Ayaka se fatigue et s'endorme. Honoka la laisse se reposer sur son lit, et alors qu'il range, il remarque que les jouets qu'il a achetés pour elle et Kazumi ont été détruits lors de leur combat la veille, ce qui le rend triste. Pendant ce temps, Komachi répond à un appel de Kazune, qui dit qu'il va leur rendre visite pour parler à Ayaka et à son fils. Le lendemain matin, Kazune arrive et part avec Komachi et Kazumi pour faire du shopping. Ayaka se réveille tôt et prépare le petit déjeuner pour elle et Honoka. Quand Honoka se réveille et voit Ayaka dans la cuisine, il pense à quel point elle est belle et s'assoit avec elle pour manger. En arrière-plan, Tampopo et son groupe, qui séjournent désormais chez Honoka avec Medusa, observent la situation. Les filles interrogent Méduse sur la raison pour laquelle elles obéissent si passivement à Ayaka. Méduse répond qu'ils ont perdu la bataille de manière équitable et que, selon les règles, ils doivent suivre les ordres du vainqueur. De plus, tant que les objectifs sont les mêmes, elle ne voit pas la nécessité d'agir avant le bon moment. Pourtant, elle leur permet de tenter de capturer Honoka quand Ayaka n'est pas là. Sur ce, le groupe monte et attend à l'extérieur de la pièce, attendant qu'Ayaka s'éloigne. Mais à leur grande surprise, la princesse ne dort pas une seule seconde et reste aux côtés d'Honoka toute la nuit. Puis elle se lève et va préparer le petit déjeuner. Apparemment, elle n'a pas besoin d'autant de sommeil qu'un être humain normal, ce qui révèle une autre particularité de sa nature. Dans le salon, Ayaka et Honoka parlent de Kazune et Komachi, et peu de temps après, ils sortent ensemble pour récupérer des vêtements sur la corde à linge, alors qu'il commence à pleuvoir. À ce moment-là, Kazune et les autres rentrent chez eux et Ayaka va les accueillir. Honoka entre dans la salle de bain pour se sécher et finit par tomber sur Mei et les autres filles, qui sortent de la douche et l'accusent d'être trop intelligent. Il le capture et l'emmène dans la salle principale, où tout le monde est rassemblé. Kazune endort Komachi et Kazumi avec un sort et dit à Ayaka qu'il les capturera pour découvrir où se trouve Méduse. Les deux invoquent leur balai, mais au lieu de s'enfuir, Ayaka se retourne et affronte sa mère. Kazune dit à Honoka qu'il doit la convaincre d'arrêter ce comportement égoïste. Honoka se souvient des paroles de Kyoshiro et comprend qu'Ayaka cachait en réalité Medusa. Il décide de lui faire confiance et dit qu'ils ne peuvent pas se laisser capturer. Ayaka accepte, appelle Medusa et dit qu'il est temps de respecter l'accord. Méduse apparaît et la mort, ce qui provoque la fusion des deux. Honoka perd connaissance et a une vision du moment où les deux ont conclu le contrat, lors de l'attaque de la maison d'Ayaka. Dans l'accord, Ayaka recevrait le pouvoir de combattre sa mère et Méduse aurait un successeur à qui transférer sa force, sous la forme de la princesse. Ayaka a promis de protéger Méduse et ses élèves jusqu'au moment opportun. Kazune ne comprend toujours pas la raison de la fusion et parle sans réfléchir. Méduse se moque d'elle et les deux commencent une bataille. Kazune attaque avec son balai, Ayaka bloque et tente de la transformer en pierre avec son regard. Kazune attrape sa fille par le col et la pousse au sol. Malgré cela, Ayaka parvient à la transformer en statue de pierre, se lève et commence à s'éloigner en s'excusant. Kazune brise le seau par la seule force de sa volonté, donne un coup de pied à Ayaka et l'attrape à nouveau. Elle dit qu'un seul coup suffit à la laisser haletante, car son invulnérabilité a été annulée lorsqu'elle a fusionné avec Méduse, une entité considérée comme impure par Evermillon. Elle dit qu'elle va achever Ayaka sur le champ, mais Honoka utilise son pouvoir pour échanger sa place avec elle et prend le coup à sa place. Quelque temps plus tard, il se réveille piégé dans une cellule à côté d'Ayaka. Elle essaie de faire fondre les barres de métal avec de la magie,
mais cela ne fonctionne pas. Elle explique qu'il se trouve dans l'une des chambres de punition de sa mère et que la fusion avec Méduse a déjà été annulée. Méduse devrait être interrogée en ce moment et leur secret sera révélé. Elle révèle que sa mère a toujours dit que, même si elle mourait, Ayaka ne devrait jamais permettre que les sceaux d'Honoka soient brisés. Tant que les sceaux étaient intacts, elle pouvait garantir sa protection. Mais maintenant les sceaux se brisent et Honoka est devenue une menace. La seule solution est de vaincre Kazune. Ayaka dit que sa mère est juste et que si elle est vaincue, elle acceptera le résultat et les rejoindra. Honoka se souvient de la facilité avec laquelle ils ont été vaincus par elle et se demande comment il pourrait la vaincre, mais Ayaka déclare qu'il existe un moyen et qu'il implique le pouvoir d'Honoka. Pendant ce temps, à l'école, Kazune joue au shogi avec Cronoir et commente Médusa. Elle dit qu'elle était excitée de torturer le serpent, mais les sorcières de l'atelier de Rothenbourg sont arrivées avec l'ordre officiel de la mettre en détention. Elle lui livre Méduse contre son gré et, tout en buvant son thé, voit le bâtiment de l'école exploser. En regardant vers le bas, il voit Ayaka et Honoka au sommet des décombres. Elle vole vers eux et leur demande combien de fois elle doit répéter qu'ils doivent arrêter de détruire des bâtiments. Ayaka répond en pointant son épée et en disant qu'elle la vaincra. Kazune lui ordonne d'arrêter cela, de mettre son uniforme et de rentrer chez elle. Elle réprimande les deux hommes pour s'être évadés de prison et dit qu'ils devront l'aider à nettoyer le désordre le lendemain. Ayaka et Honoka rentrent chez eux et se rendent compte que Kazune n'a toujours rien découvert sur les phoques. Il conclut que, pour l'instant, tout s'est bien terminé. Cette nuit-là, ils dorment ensemble, mais rien ne se passe entre eux. Parce qu'ils sont proches, Honoka fait un rêve étrange, dans lequel elle voit des souvenirs du passé d'Ayaka. Il voit le moment où Kazune a engagé les filles de deux sorcières pour se lier d'amitié avec Ayaka et prendre soin d'elle. Ces deux étudiants sont devenus les premiers membres du groupe d'admirateurs de la princesse, occupant les postes de troisième président et de vice-président du conseil étudiant. Kane et Toko se sont rapidement liés d'amitié avec Ayaka et ont réalisé qu'elle ne savait pas comment interagir avec les gens, mais qu'elle était excellente dans tout ce qu'elle faisait, tant dans ses études que dans le sport. Au fil du temps, ils ont commencé à l'admirer et sont tombés amoureux de sa personnalité, ce qui lui a valu d'être nommée princesse de l'école. Un jour, Ayaka vit Honoka passer avec sa sœur et ressentit quelque chose de différent. Elle est allée voir sa mère et lui a dit qu'elle avait trouvé la personne qu'elle était destinée à protéger. C'est ainsi que son voyage en tant que gardienne d'Honoka a commencé. Le lendemain matin, Kazumi se rend à la cuisine, essayant de comprendre ce qui s'est passé la veille. Lorsqu'il ouvre la porte, il trouve la table basse entourée du groupe de Tampopo. Kazune les laissa partir, car son seul intérêt était Méduse. N'ayant nulle part où loger, il décide de rester chez Honoka, ce qui dérange beaucoup Kazumi. Après s'être préparé, Kazumi monte à l'étage pour réveiller son frère et, une fois de plus, trouve Ayaka debout au-dessus de lui, désormais habillée en infirmière, sous prétexte de vérifier les sceaux. Après le petit déjeuner, tout le monde va à l'école ensemble. Tout semble être revenu à la normale, le casier d'Honoka étant à nouveau rempli de courriers haineux et de demandes lui demandant de quitter le conseil étudiant. Il continue d'être un désastre en classe, même lorsqu'il essaie de trouver les bonnes réponses. À l'heure du déjeuner, Honoka et Ayaka descendent à la cafétéria, mais entendent le bruit du verre qui se brise. Ils courent pour voir ce qui s'est passé et trouvent des étudiants qui détruisent tout autour d'eux. L'école devient rapidement une zone sans règles, avec des étudiants conduisant des motos et vendant des cigarettes dans les couloirs. Honoka demande ce qui se passe et Ayaka dit que cela ressemble au début d'une émeute. Tampopo intervient et prétend qu'en tant que président du conseil étudiant, c'est la faute d'Honoka. À ce moment-là, tout le monde voit Toko être poussé au sol par une fille nommée Raymond. Elle remet une lettre à Honoka, le sommant, en tant que président du conseil d'administration, de se rendre seul à la salle de sport à 2h30 de l'après-midi. Le message ne laisse clairement pas entendre qu'il s'agira d'une conversation amicale. Toko dit que, pendant son quart de nuit, elle a vu l'ancien président du conseil étudiant entrer dans un bar accompagné de Raymond. À cette occasion, elle aurait déclaré qu'Honoka avait pris sa position par la force et dirigeait désormais l'école comme un tyran. Ayaka fait signe à Toko de la rejoindre après l'école et, pendant le cours de gym, révèle que Raymond est l'une des 5 sorcières chargées de protéger et de patrouiller l'école. Raymond était connue comme la tueuse d'ours parce qu'elle avait un jour étranglé un tigre nommé Lucky Bear qui s'était échappé du zoo. Environ 2 mois plus tôt, elle avait été suspendue pour avoir causé des troubles. Pendant le déjeuner, Honoka commente qu'elle imaginait que le directeur serait furieux à cause de la destruction de l'école, mais Tampopo répond qu'elle a vu Cronoir dans les couloirs et qu'il semble que le directeur soit hors de la ville pour affaires, laissant Cronoir en charge pour le moment. Tout le monde sait que Cronoir ne se soucie pas du tout de ce qui arrive à l'école. À 2h30 de l'après-midi, Honoka décide d'aller seul à la salle de sport, emportant avec lui les conseils d'Ayaka sur la façon dont Raymond se bat. En entrant dans le bâtiment, il voit que le tribunal a été transformé en une arène entourée d'épées, avec une foule d'étudiants qui applaudissent. Honoka tente de résoudre la situation avec des mots, mais Raymond l'accuse d'utiliser sa meilleure amie et d'essayer de détruire sa réputation. Elle lui assène alors un coup de poing directement au visage,
le faisant tomber au sol. Honoka se lève, mais Renon annonce qu'elle va le punir devant toute l'école. Puis elle l'attaque plusieurs fois jusqu'à ce qu'il tombe à nouveau. Puis elle l'attrape par la cravate et prépare son coup final. Cependant, c'était le moment qu'Honoka attendait, comme Ayaka l'avait prédit. Il active son pouvoir, obtient une augmentation d'attributs, pousse Renon et la renverse, se mettant sur elle. Il envisage de la frapper pour mettre fin à leur relation une bonne fois pour toutes, mais décide de ne pas le faire, convaincu qu'il y a encore de la valeur dans la gentillesse. À ce moment-là, les lumières s'éteignent et Ayaka apparaît, accompagné de Tampopo et de son groupe. Renon bat facilement les trois, mais Ayaka renverse Renon d'un seul coup au visage. Ayaka demande ensuite aux autres filles de soulever Honoka dans une pose de victoire en utilisant leur cape de dissimulation avant de rallumer les lumières, donnant l'impression que Honoka a vaincu Renon. Par la suite, il est révélé qu'Ayaka avait planifié toute l'affaire une semaine plus tôt avec l'ancien président, promettant de la réintégrer au conseil étudiant si elle contribuait à accroître la popularité d'Honoka. Le plan a un peu dérapé lorsqu'elle a trop provoqué la colère de Renon, mais au final les résultats ont été excellents. Honoka est désormais considéré comme le héros qui a vaincu le tueur d'ours. Votre nom atteint le sommet des tendances de recherche et les créateurs de contenu réagissent à votre victoire. Il reçoit même des éloges de la part de streamers connus, et tout cela renforce son image de président. Quelques jours plus tard, Ayaka emmène Honoka au sommet d'un très grand bâtiment et dit qu'elle va enfin l'entraîner à se battre avec la magie. Honoka demande pourquoi ce changement, puisqu'avant elle refusait de lui enseigner parce que c'était dangereux. Ayaka répond qu'elle sait qu'il s'entraîne en secret et qu'il lui cache des choses, ce qui la dérange. Elle invoque alors un familier du feu et lui dit qu'il doit l'affronter avec sa propre magie. Le familier crache du feu et Honoka tombe. Ayaka lui demande d'invoquer son propre familier, mais il la regarde simplement avec confusion, ne sachant pas quoi faire. Le familier l'attaque à nouveau et il se blesse au coude. Ayaka arrête de s'entraîner et court pour l'aider. Honoka se lève, pousse légèrement Ayaka et lui demande d'être une enseignante plus stricte. Ayaka le regarde un instant puis le soulève avant de le jeter du bâtiment. Elle lui dit qu'il doit invoquer un familier volant ou faire face aux conséquences. Durant la chute, il est attaqué par le familier du feu tandis qu'Ayaka le suit sur son balai. Honoka essaie de se concentrer sur ce qui compte le plus pour lui et, quelques instants avant de toucher le sol, il se souvient du rêve dans lequel Ayaka portait des vêtements d'infirmière. Il invoque un avatar géant d'Ayaka avec cet uniforme, prouvant qu'il est capable d'utiliser une magie puissante. L'avatar frappe le bâtiment devant lui et révèle Kyoshiro en train de prendre le thé avec Cronoir. Cronoir commente que ce sort n'aurait pu être lancé que si Honoka avait brisé le deuxième sceau. Elle demande alors où est Kazune, qui est parti et l'a laissé ennuyer. Pendant ce temps, Honoka s'endort d'épuisement et Ayaka le ramène chez lui. D'autre part, Kazune enquête sur une ancienne rune explosive dans un tunnel souterrain et est approché par Rinan, qui dit avoir appris son emplacement par Toko. Kazune demande ce qu'elle fait là et Rinan explique qu'une sorcière se faisant appeler messagère de la tour est apparue et a dit qu'elle avait capturé tout le monde dans la ville en otage. Une semaine plus tard, Ayaka et Honoka vont à l'école pour passer leurs examens. Kazune est toujours porté disparu et il retrouve la messagère, qui se présente comme la sorcière Weekend. Kazune prétend qu'il est au courant de la bombe et comprend qu'elle est là pour négocier la garde d'Honoka. Weekend confirme qu'il veut le garçon et ses pouvoirs, mais dit qu'il n'est pas venu pour négocier. Elle explique que normalement, lorsqu'une sorcière attaque une autre, le conflit est direct. Cependant, ils ne peuvent pas attaquer les humains ordinaires en raison de la barrière protectrice à grande échelle que Kazune a jetée sur la ville. Chaque fois que quelqu'un est blessé, une partie du mana de Kazune est consommée pour le protéger. Grâce à ses énormes réserves d'énergie et à sa capacité de récupération, elle peut maintenir cette barrière indéfiniment. Weekend se demande alors ce qui se passerait si la ville entière était attaquée en même temps. Elle pense que le mana de Kazune s'épuiserait, permettant à Honoka d'être capturée facilement. Avec cela, elle active plusieurs runes explosives disséminées dans la ville. Comme prévu, tout tombe en ruine, mais aucun civil n'est blessé. Kazune, cependant, perd connaissance après avoir épuisé toute son énergie. Weekend révèle qu'il a manipulé Medusa et Cronoir pour repousser Kazune, laissant le chemin libre. Elle ordonne que Kazune soit emmenée et enfermée, car il lui faudrait au moins une semaine pour récupérer son mana, ce qui serait suffisant pour jouer avec les étudiants. À l'école, Ayaka remarque les explosions, attrape Honoka et s'enfuit sous terre, où se trouve l'atelier des sorcières. Là, il rencontre Kazumi, qui court pour serrer son frère dans ses bras. Ils sont accueillis par Toko, Rinan et d'autres sorcières chargées de protéger l'école, dont le chef Natsume et une chasseuse nommée Etori. Honoka demande ce qui se passe et Natsume promet de lui expliquer. Mais ensuite, me sort une arme avec des balles dormantes et frappe Honoka, faisant également s'évanouir Ayaka. Kazumi essaie de les protéger, mais Rinan l'assomme d'un seul coup. Elle explique à Honoka qu'ils doivent le sceller jusqu'à ce qu'ils comprennent où se trouve Kazune et les objectifs de l'ennemi. Il accepte finalement d'écouter et accompagne le groupe dans une cellule souterraine avec Ayaka. À l'intérieur de la cellule, il remarque que le plafond est très haut, avec une ouverture par laquelle l'air frais entre. Il essaie de voler avec son balai, mais il ne peut pas utiliser la magie. Ayaka se réveille et conclut que sa mère a été vaincue. À ce moment-là, Etori tombe du plafond et projette un hologramme de Weekend,
qui dit qu'il a enfin trouvé Honoka et qu'il vient le chercher. En voyant son visage, Ayaka détruit le jouet avec une attaque, ce qui provoque une explosion qui ouvre un trou dans le mur. Elle dit qu'ils doivent s'échapper et la vaincre, même sans magie, puisque la ville est en ruine. Ils montent un escalier pendant 2 heures et sortent du tunnel dans une montagne à l'extérieur de la ville. Lorsqu'ils émergent, ils se retrouvent confrontés à un paysage dévastateur. La ville entière est détruite et en feu. Honoka panique et commence à se blâmer, croyant que sa mère et tous les autres sont morts à cause de lui. Ayaka reste ferme et lui dit qu'il doit accepter la réalité et croire que personne n'est mort. Elle commence à expliquer que lorsqu'un atelier est créé, le leader du groupe signe un contrat avec le cœur de la ville. En formant ce contrat avec le cœur de la ville, une puissante barrière est jetée sur tous les non-sorciers. Lorsque des situations dangereuses surviennent et que des gens ordinaires risquent d'être blessés, la ville consomme la magie de l'entrepreneur pour les protéger. Fondamentalement, la ville utilise la magie des sorcières dans l'atelier pour se réparer de tout dommage causé par la magie. Depuis que la ville est détruite et que l'entrepreneur a disparu, aucune sorcière de l'atelier ne peut utiliser la magie jusqu'à ce qu'un nouveau contrat soit signé. Leur premier objectif sera donc d'atteindre le centre-ville et de faire d'Honoka le nouvel entrepreneur afin que les sorcières de l'atelier puissent riposter. Pendant ce temps, Natsume et les autres évaluent la situation et rassemblent toutes les informations disponibles. Tous les civils ont été évacués et endormis en toute sécurité. Le réalisateur est entre les mains de l'ennemi. Aucune des sorcières de l'atelier ne peut utiliser la magie car la ville est en ruine, et il faudra encore au moins quelques jours avant que de l'aide n'arrive du quartier général. De plus, de nombreuses sorcières de l'atelier sont toujours portées disparues depuis les explosions. À ce moment-là, l'une des sorcières disparues arrive et révèle qu'elle a des explosifs chronométrés attachés à son corps. Elle dit que Weekend a capturé plusieurs d'entre eux et utilise cela comme monnaie d'échange pour les forcer à livrer Honoka. Ils n'ont qu'une demi-heure pour répondre aux demandes, sinon ils exploseront tous. Pendant ce temps, Kazumi s'allie à Tampopo et son groupe et commence à surveiller Weekend, qui est positionné sur le terrain de l'école avec plusieurs sorcières d'atelier autour d'elle, qui ont toutes également des bombes attachées à leur corps. Tampopo demande à Kazumi ce qu'il devrait faire, et elle dit que, pour le moment, ils sont les seules sorcières capables d'utiliser la magie. Elle dit qu'elle veillera à ce qu'ils méritent l'abri qu'ils ont reçu dans sa maison. Dans les tunnels menant au cœur de la ville, Ayaka et Honoka continuent d'avancer jusqu'à ce qu'ils soient interceptés par Gibraltar, l'un des alliés de Weekend. Gibraltar utilise sa magie pour former un golem de pierre et attaque les deux avec des bras de pierre massifs. Elle attrape Ayaka et se prépare à lui porter le coup de grâce, mais Ayaka réagit avec un coup de pied au visage. Gibraltar croit qu'un coup de pied ordinaire ne peut pas pénétrer son armure de pierre, mais Ayaka a été formée aux arts martiaux par sa mère, même sans utiliser de magie. Elle bat facilement Gibraltar et continue d'avancer avec Honoka. Dans l'atelier souterrain, Natsume tente de désamorcer manuellement les bombes, mais à seulement 18 minutes de la fin, il décide d'affronter directement Weekend. Au même moment, Crémora se réveille dans sa chambre et voit la ville complètement détruite. Elle demande à son partenaire ce qui s'est passé, et il dit que la sorcière nommée Weekend, qui leur a fourni des informations sur Honoka, est responsable. Crémora comprend que si Weekend a vaincu Kazune, alors elle est très puissante et ne laissera pas passer l'occasion de capturer Honoka. Natsume et les autres affrontent Weekend et exigent qu'elle se rende, mais elle répond que dans moins de 12 minutes, ils seront tous morts de toute façon. Elle prétend qu'elle est faible, mais même s'ils la battent, ils ne pourront pas arrêter les explosions. Kazumi soupçonne que Weekend n'est que le négociateur et que quelqu'un d'autre est responsable du contrôle des bombes. Avec cela en tête, elle court dans le bâtiment, à la recherche du véritable responsable. Pendant ce temps, Honoka arrive au cœur de la ville et suit les instructions d'Ayaka pour conclure un nouveau contrat avec elle. Il ne reste que quelques minutes avant les explosions, et Rinan et les autres commencent à courir vers Weekend avec les poings levés. À ce moment-là, tout le monde sent sa magie revenir, alors que Honoka remplit avec succès le contrat. Ils désamorcent les bombes et font tomber Weekend au sol. Ils la capturent et l'emmènent dans une cellule de confinement magique, mais elle utilise des grenades physiques cachées sous ses vêtements, brise le seau et assomme tout le monde avec l'explosion. Elle se protège avec une armure de fer sous ses vêtements et s'enfuit avec son compagnon. Il active ensuite les explosifs restants, blessant plusieurs des sorcières de l'atelier, et appelle Honoka, le provoquant à essayer de les sauver s'il le peut. Grâce au contrat, Honoka peut entendre sa voix et voir tout le monde se blesser. Il décide de la combattre en utilisant ses pouvoirs, mais Ayaka l'arrête d'un coup de tête, disant qu'elle s'en occupera elle-même. Pendant ce temps, Kazumi et les autres affrontent le partenaire de Weekend. Cronoir capture Gibraltar et la force à révéler les plans de Weekend et leur emplacement. Après avoir assommé Honoka, Ayaka l'emmène à l'infirmerie de l'école et le met sur un lit pour se reposer. Honoka commence à rêver de vieux souvenirs sur sa mère et Ayaka, mais avant qu'il ne puisse comprendre quoi que ce soit d'important, Kyoshiro apparaît dans son rêve et le ramène dans la dimension parallèle. Il explique qu'il s'agit d'un royaume spécial où sont conservés les souvenirs de tous les habitants de la ville. En tant que nouvel entrepreneur, Honoka n'a pas de rêves ordinaires, mais elle accède à cet endroit. Kyoshiro l'emmène dans un ascenseur et lui explique qu'en temps de crise,
tous les civils non sorciers de la ville sont évacués vers cet endroit. Ils apparaissent comme des étoiles dans le ciel de ce royaume. Lorsque la ville sera restaurée, ils seront libérés, leurs souvenirs effacés et édités, de sorte qu'ils ne se souviendront de rien de ce qui s'est passé. Honoka pose des questions sur cette altération de la mémoire, et Kyoshiro révèle qu'en tant que membre de la famille Mikesh, c'est sa responsabilité de garder secrète l'existence des sorcières. Pendant ce temps, Kazumi combat le partenaire de Weekend, qui a la capacité de copier la magie de ses adversaires. La bataille devient un affrontement de titans, avec l'ours rose géant de Kazumi affrontant l'ours noir de l'ennemi. Le combat est intense, les deux monstres s'entrechoquant comme des bêtes incontrôlables, mais Kazumi semble avoir le dessus. Malgré cela, ils continuent tous les deux à se battre et finissent par détruire une partie du bâtiment scolaire avec Tampopo et les autres à l'intérieur. Kazumi parvient à sauver l'un de ses alliés avec son ours, mais cela donne à l'ennemi la chance de la frapper et de presque la vaincre. À ce moment-là, Méduse apparaît sous sa forme humaine et transforme l'ennemi en pierre. Elle rassemble ensuite ses élèves et dit qu'elle les punira pour avoir échoué face à un adversaire aussi faible. Après cela, elle s'enfuit tandis que les sorcières de Rothenburg la poursuivent. À l'infirmerie, Hattori entre et demande à Ayaka quel est l'état de Honoka. Ayaka répond qu'il a une forte fièvre parce qu'il a forcé sa magie lors de la formation du contrat avec la ville. Hattori dit qu'il a accompli sa mission et livre des informations sur Cronoir, qui chasse les sorcières des tours de la ville. Elle dit qu'Ayaka n'a pas besoin de s'inquiéter pour Honoka. Ayaka le remercie et demande à Hattori de rester aux côtés d'Honoka pendant qu'elle va vaincre Weekend et tout mettre fin. Elle attrape son épée et vole vers l'église, Weekend l'attend. Ayaka attaque immédiatement, mais est repoussée par une explosion dans l'air. Weekend explique que, contrairement à elle et à Kazune, il n'a pas de tour fou ni de capacité surpuissante, c'est pourquoi il a passé des années à préparer des bombes et à les répandre dans la ville. Désormais, elle peut les attaquer n'importe où, n'importe quand, et Ayaka n'a aucune chance contre elle. Il continue de se battre et Weekend fait s'effondrer le plafond de l'église sur Ayaka, qui est blessée mais reste debout, avec sa magie du feu activée. Le combat continue avec Ayaka réussissant à la vaincre au corps à corps, mais est bientôt projetée contre la porte par une explosion. Weekend révèle ensuite plusieurs poupées de mana géantes et les utilise pour attaquer Ayaka. À l'école, Honoka et Kyoshiro sont attaqués par un autre allié de Weekend, et Kyoshiro utilise la magie pour renvoyer Honoka dans le monde réel. Honoka se réveille et parle à Hattori d'Ayaka, mais elle le remet au lit à cause de sa fièvre. À ce moment-là, Hattori reçoit un appel de Kyoshiro, qui l'informe que Weekend a placé une bombe à retardement gigantesque dans le royaume des souvenirs et qu'ils doivent la vaincre pour tout désamorcer. Sinon, tous ceux qui ont été évacués vers cet endroit mourront. Hattori décide d'aider Honoka et l'emmène là où se trouve Ayaka. Ils arrivent à temps pour la voir allongée sur le sol, vaincue. Honoka la tient dans ses bras et dit qu'il y a une bombe qui tuera tout le monde et qu'ils doivent vaincre Weekend, lui demandant d'utiliser ses pouvoirs. Ayaka fait exactement cela et bat complètement Weekend, ne laissant aucune place à la réaction. Ayaka exige qu'elle lui remette l'interrupteur de la bombe, mais Weekend répond qu'il est déjà trop tard et active l'explosif. Alors que tout le monde meurt sous ses yeux, Honoka se lève et tente une fois de plus d'utiliser les pouvoirs des vermillons. Ayaka essaie de l'arrêter, mais il commence à se sentir étourdi et s'évanouit. Dans le rêve, il rencontre Vermillon, qui le réprimande pour être revenu, même après lui avoir dit qu'il ne devrait pas recourir à ses pouvoirs si souvent. Elle dit qu'elle sait pourquoi il est là et qu'il veut restaurer toutes les vies et tous les bâtiments qui ont été perdus. Elle affirme que c'est possible, mais exige une compensation équivalente. Il lui demande ce qu'il pourrait offrir en échange, et elle répond que ce serait sa vie, mais lui rappelle que si elle prend sa vie comme contrat, Ayaka mourra aussi. Honoka réfléchit un instant, mais déclare qu'elle n'a pas d'autre choix. Il conclut un contrat avec Vermillon, offrant sa vie en échange de la restauration de tout et libérant pleinement son pouvoir. Ainsi, la ville est complètement restaurée, comme si les explosions n'avaient jamais eu lieu, et tout le monde revient à la normale. Ayaka le serre dans ses bras et il s'excuse d'avoir donné sa propre vie, et par contrat, la sienne aussi. Ayaka répond qu'elle ne le laissera pas mourir si facilement. Elle se lève, appelle Vermillon et dit qu'elle offrira sa propre vie à sa place. Immédiatement, sa forme magique disparaît et elle tombe inconsciente au sol, tandis que Honoka reste en vie. Avant même de pouvoir faire son deuil, Honoka est poignardée dans le dos par Weekend, qui a également été restauré grâce à son souhait. Elle dit qu'il a ruiné son plan et que maintenant tout ce qui lui reste est un couteau. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin de pleurer pour Ayaka, car il pourra la voir dans l'au-delà à ce moment précis. Honoka rassemble ses forces et pousse le couteau hors de son propre corps. Il renverse ensuite Weekend avec un coup de poing et enfonce le couteau dans le sol à côté de sa tête. Il dit qu'il est fatigué de voir des vies dévalorisées et que peu importe combien de fois elle essaie de ruiner sa vie, il la vaincra toujours et arrêtera ses plans. Après le discours, il s'effondre sur elle à cause de sa blessure. Weekend décide de le laisser vivre et ordonne à son allié de le soigner. Elle affirme qu'il reste encore quelques jours avant la fin de la semaine et le retour de Kazune. Alors qu'ils se dirigent vers la cachette, ils sont interceptés par Cronoir et son partenaire, qui emmène Weekend en promenade. Alors que tout le monde célèbre le retour à la normale, Honoka pleure sur le corps d'Ayaka. Hattori entre dans la pièce et reçoit un appel de Kyoshiro,
qui dit que tout s'est bien passé et que la mission a été accomplie. Mais Honoka est dévasté et raconte tout ce qui s'est passé. Kyoshiro, après avoir entendu l'histoire, dit que quelque chose n'a pas de sens. Normalement, seul l'entrepreneur peut remplir les conditions du contrat. Cela signifie qu'Ayaka n'aurait pas pu offrir sa vie en échange de la sienne. Honoka réalise alors qu'il y a quelque chose d'étrange dans son corps. Même si elle ne respire pas, elle est toujours chaude. Il dit qu'il aimerait essayer quelque chose et peut-être qu'ils pourront la ramener. Il demande à Hattori de créer un cercle magique spécial et de placer Ayaka à l'intérieur. Il explique que peut-être elle est comme ça parce qu'il a mis fin de force au contrat entre eux, et que pour la ramener, il faudra former un nouveau contrat. Honoka se coupe la main, verse du sang sur la poitrine d'Ayaka et, même avec hésitation, l'embrasse sur le front. Après un certain temps, Ayaka recommence à respirer. Honoka retourne ensuite dans le monde des rêves et parle avec Evermillon et Kyoshiro. Il demande ce qui s'est passé. Evermillon dit qu'il avait passé un contrat avec Ayaka quand ils étaient enfants et que, si Honoka mourait ou demandait de l'aide, elle mettrait fin au contrat entre les deux et le laisserait utiliser le pouvoir même qui a été utilisé pour la maintenir en vie. Honoka a tout restauré toute seule. Depuis qu'Ayaka a rompu le contrat, elle n'a pas eu à abandonner ses pouvoirs et l'accord a été annulé. Pendant ce temps, Chromewire défie Weekend en duel et la bête facilement. Elle exprime sa déception, car elle attendait plus de quelqu'un qui a causé tant de problèmes. Elle envisage de la punir, mais Kazune arrive et dit que, comme il s'agit d'une affaire grave, elle exigera la garde du méchant. Weekend demande comment elle est déjà là, car il devrait lui falloir au moins 5 jours de plus pour récupérer son mana. Chromewire explique que les calculs étaient erronés et que Kazune a tout récupéré en seulement 20 heures. Weekend demande pourquoi elle n'est pas venue plus tôt, et Kazune répond qu'elle voulait laisser les jeunes s'amuser avant de venir régler le problème. Les deux se disputent alors pour savoir qui aura le droit de punir Weekend. Elles échangent des coups puissants et se révèlent être les deux sorcières les plus fortes de la série. Le combat ne dure que quelques minutes, mais Kazune gagne à la fin. Le lendemain matin, Honoka se réveille dans son lit. Ayaka le salue et lui dit de se préparer pour aller à l'école. Sur le chemin, Honoka lui demande si elle va bien. Ayaka répond qu'il lui faudra un certain temps pour retrouver ses pouvoirs magiques, mais qu'elle s'en sortira bien même sans eux. Peu de temps après, le groupe de Tampopo apparaît et tente une fois de plus de le capturer. Ayaka montre qu'elle est toujours la protagoniste même sans magie en attrapant Tampopo et Mei par la tête et en les écrasant presque avec ses mains. Ils s'excusent pour leur comportement grossier et tout revient à la normale. Et ainsi, la première saison de Witchcraft Works touche à sa fin.